ce que je dirais fondamentalement pour comprendre l'éthos protestant, c'est bien l'idée qu'il faut afficher. C'est le geste de Luther. Et on retrouve ça chez Calvin sur les Nicolémites, etc. Il faut afficher ce qu'on croit, dire ce que l'on croit, faire ce que l'on croit, être bon, etc. Il y a un souci de cohérence adulte, on va dire. Hein, bon. Et donc c'est un point, je crois, en effet très important. Mais se bouger dans l'image du protestantisme, on va dire d'un côté directement branché, les témoins immédiats, et de l'autre côté l'interminable herméneutique, interprétative, dans laquelle on n'a jamais fini de corriger l'interprétation, ça paraît complètement contradictoire. Ou bien d'un côté, le moralisme puritain au sens de élisabétain, hein, au sens du 19e siècle. Hein, bon, l'austérité. Et de l'autre côté, l'immoralité, enfin, ou plutôt le libéralisme moral total des pays anglo-saxons sur plein de questions de bioéthique, on le voit tout le temps, et sur les questions conjugales, ou sur les questions de mariage, etc. Comment combiner ces deux choses? Il y a le rationalisme dont tu viens de parler, la critique de la religion, qu'on trouve chez Jacques Ellul, hein, la critique de vraiment la démolition de la religion, au nom de la foi peut-être, mais quand même la démolition de la religion, de la ritualité, etc. Et de l'autre côté, le prophétisme, l'émotion, le parler en langue, enfin tout ce que tu as décrit. D'un côté, les signes de l'élection, la prospérité, donc le capitalisme, et de l'autre côté, la révolution puritaine, alors là, la révolution anglaise de 1649, qui est vraiment égalitaire, les renters, les levelers, les diggers, on redistribue tout, abolition de la propriété, c'est vraiment la première révolution. En ce sens-là, c'est une parenthèse, mais on ne comprend pas la révolution française sans la révolution américaine, qui elle-même ne se comprend pas sans la révolution anglaise. Il y a une transition là qui est vraiment très importante. Et le côté du citoyen frugal et révolutionnaire, c'est Rousseau, mais ça vient de cette révolution anglaise, il faut le comprendre. Donc, pour moi, ce n'est pas une opposition massive, c'est plutôt une équation extrêmement complexe, chaque fois, entre ces deux aspects, transparence, opacité, etc., et qu'il faut arriver à comprendre et qui est difficile à comprendre, je le comprends tout à fait, mais on ne peut pas les séparer en disant ils sont que transparents, ou ils sont que ceci, ou ils sont que cela, c'est un peu compliqué. Et alors, j'en viens à ta question, qu'est-ce qu'on fait avec l'apport de ce sang chaud? C'est toute notre question dans nos temples. C'est une question de nos facultés de théologie. Notre faculté de théologie, boulevard Arago, on peut le dire, elle est submergée de sang chaud. D'ailleurs, on le voit parce que lorsqu'on dit que Moïse, je me rappelle ma collègue, professeure d'Ancien Testament, Corinne Lanoir, qui dit en cours que bon, on n'est pas du tout sûr que Moïse ait écrit ses livres, ni même qu'il ait existé, on entend dans le cours quelqu'un « Ouh, c'est chaud !» Oui, en effet, c'est chaud. Pour des gens qui pensent que la Bible est directement, fondamentalement, une dictée de la part de Dieu, évidemment, c'est assez chaud. Donc, ou que c'est un livre entièrement inspiré, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est des problèmes de culture, de choc entre des styles, déjà. Profondément, c'est des styles de vie, des formes de pensée, des formes de vie, des formes de témoignage, des formes de foi, etc. Mais, en même temps, on a foncièrement besoin les uns des autres, au sens simplement où il faudra bien cohabiter. C'est aussi un problème pour penser, et je pense aussi à la France de demain, en général. Dans la France de demain, il faudra bien que nos banlieues, moi je vois très bien à Nîmes, où il y a j'habite à Nîmes, hein, il y a une ségrégation entre le centre et la banlieue et la périphérie qui est incroyable. Il y a des gens que je vois passer devant chez moi, parce que j'habite juste à côté de la gare, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens? Et donc, je pense que nos banlieues, nous avons quand même un énorme problème en France avec nos banlieues, qui est un peu caché par notre jacobinisme, d'une certaine manière. Hein. Pour moi, j'ai peut-être un débat avec vous, toi, là-dessus. Et donc, je pense qu'il nous faut absolument travailler à faire une émulsion entre ces populations humaines, qui sont écologiquement des colonies, si je peux dire, hein, des colonies, mais nous avons été des colons, ils sont des colons, il n'y a que des colonies. Il faut les faire rentrer en émulsion un peu plus fine, et ça nous demande un travail de greffe mutuelle. Comment est-ce qu'on va greffer ça? Et là, excuse-moi, mais je dirais la première chose que je dirais, c'est, quand je vois la situation de nos facultés de théologie, la théologie, c'est des canalisations. C'est pour que l'énergie énorme de foi qu'il y a dans ces traditions religieuses, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient protestantes, néo-protestantes, si tu veux, pour qu'elles ne fassent pas tout péter, il faut bien les canaliser. Il faut bien qu'elles passent par aussi un travail d'instruction, un travail de différer, un travail de canalisation. C'est des institutions, c'est en effet... Après, Ricoeur me disait, on ne comprend plus
l'épaisseur des dogmes lorsque la foi a disparu. Mais quand il y avait la foi, il y avait besoin de dogmes très épais parce qu'il y avait besoin de canalisation épaisse pour canaliser cette énergie qu'il y avait dedans. Et c'est ça qu'on ne comprend plus après. C'est une réflexion de médiologie qu'il faisait là, à ce moment-là. Donc voilà, je crois que nous avons besoin. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Eh bien, il faut ouvrir la porte, je pense. Il faut le penser frontalement. Il faut le penser aussi comme, en termes de frontières. Il faut aussi le penser en termes de rapport de force, qui est aussi un problème démographique. Donc on a besoin de tout le monde pour nous aider à accueillir les nouveaux, si je peux dire, dans tous les sens. On a besoin de s'accueillir mutuellement, mais il faut être dans une proportion. Et je pense qu'on a besoin aussi du soutien des pouvoirs publics. Les facultés de théologie ne peuvent pas être des petits strapontins complètement écartés, cachés, etc., en dehors de l'espace public. Je te raconte juste une histoire. Un jour, on me téléphone de la télévision, ça m'est arrivé d'ailleurs 3 fois. On me dit « Ah, Olivier Abel, on aimerait bien, pour un débat télévisé, avoir votre discours sur tel sujet. Mais il ne faudrait pas que ce soit vous, parce que vous êtes professeur dans une faculté de théologie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait le faire, qui pourrait dire un peu ce que vous dites, quoi? Tu vois l'état dans lequel nous sommes. C'est ça la laïcité aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que nous sommes actuellement extrêmement faibles face à ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est que la plus grande ville francophone du monde, c'est Kinshasa. C'est pas Paris. C'est plus Paris, c'est Kinshasa. Et cette ville, elle est majoritairement protestante. Ce qui nous arrive, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça demain? On ne peut pas tenir les frontières interminablement. Ou alors, il faut justement penser les frontières à l'âge de la mondialisation. Il faut repenser la frontière. Moi, je suis d'accord. Il faut penser la frontière, mais il faudra la repenser face à un défi gigantesque. Voilà un peu comment je vois le problème.